début des années 70, la grande aventure de l'électricité prend la direction du nord. Celle de la baie James. Une région jusque-là oubliée par le temps. Quand t'arrives, tu vois rien, tu vois juste des épaulettes noires, rachetiques, clairsemées. On savait qu'il y avait des populations autochtones qui y vivaient depuis des millénaires, qui s'étaient en partie sédentarisées, mais on connaissait finalement très peu de choses sur le territoire. Je me souviens personnellement d'avoir vu une carte du territoire du complexe La Grande dans laquelle il y avait au centre un grand morceau blanc. C'était pas cartographié, ça n'avait jamais été cartographié. Notre vie, elle a été passée ici. Moi, je suis arrivée en 77 pour l'aventure. Tout est à faire. Tout est à faire. Ce qui m'a... En 73, quand je suis arrivé, c'était pratiquement impossible pour quiconque d'avoir une vision d'ensemble. Robert Bourassa est alors convaincu que le Québec trouvera son énergie dans l'eau plutôt que dans le nucléaire. L'aventure que prévoit le Premier ministre est grandiose. Aller arracher à des rivières sauvages, à plus de 1000 km de Montréal, des milliards de kilowatts d'électricité. Le Québec était dans une morosité absolument, écrasante. Et Bourassa voulait lancer un projet qui galvaniserait, si vous voulez, les Québécois et qui lui permettrait de réaliser sa promesse électorale de créer 100 000 emplois. Alors, la magie du 100 000 emplois, il a voulu la faire passer par ce qu'il a appelé le projet du siècle. Le mandat confié à la Société d'énergie de la baie James, une filiale d'Hydro-Québec, est tout aussi titanesque. Transformer entre le 52e et le 55e parallèle 175 000 km² de taïga, une superficie aussi grande que l'Angleterre, pour en faire le plus grand complexe hydroélectrique au monde. En Amérique du Nord, le Québec est la seule région qui dispose de bassins hydrauliques aussi importants que ceux qui se trouvent à la baie James. Le potentiel de toute cette eau est impressionnant. 15 millions de kilowatts, soit une puissance équivalente au tiers de toute la puissance hydroélectrique du Canada. Pas étonnant donc que Robert Bourassa ait été tenté à ce point par l'énergie du Nord. Robert Bourassa a demandé à M. Boyd quel sera le prochain projet que l'Hydro-Québec va entreprendre. Je lui ai répondu la baie James. C'était une réponse assez audacieuse parce que le projet n'avait pas été officiellement approuvé encore. Nos études n'étaient pas terminées, mais j'avais la conviction que ce serait l'avenir de l'Hydro-Québec et non pas le nucléaire. C'est-à-dire qu'on savait qu'il nous faudrait quelque part avoir une nouvelle source d'énergie, et considérable celle-là. Donc, on savait qu'il fallait éventuellement aller vers la baie James, mais on hésitait encore puisque les tenants du nucléaire, entre autres, soutenaient, eux, et Mordicus, n'est-ce pas, avec force, que ce serait le nucléaire qui serait l'énergie de l'avenir. Alors, devant cette hésitation-là, Robert Bourassa, lui, n'a pas hésité. Le feu vert au projet du siècle, ce qui allait plus tard devenir le complexe La Grande, est donné en 1971. Le 30 avril, devant une foule partisane réunie à Québec, le premier ministre Robert Bourassa dévoile alors son projet de construire le plus grand complexe hydroélectrique au monde. La veille, le premier ministre avait reçu une confirmation de taille. Tous les rapports d'ingénieurs consultés étaient unanimes. Le développement de la baie James doit être entrepris sans délai. Et Bourassa, je pense qu'il a eu ce grand mérite-là de le faire envers et contre tous, si vous voulez, y compris ses proches conseillers de son propre parti,
qui lui disaient, peut-être qu'on serait mieux au nucléaire. Et on entrevoyait déjà qu'à la baie James, les problèmes seraient énormes, ce qui n'a pas manqué d'être. La première région visée est située plus au sud, dans le secteur des rivières Nottaway, Broadback et Rupert. Mais les premiers relevés sont dévastateurs. Rapidement, on se rend compte que le sol est argileux et n'est pas vraiment propice à un développement hydroélectrique d'envergure. Alors, l'argile sensible, c'est fait de particules tellement fines que quand c'est en état stable, ça a l'air solide. Mais dès qu'on commence à bouger ça, ça se liquéfie. Alors, c'est très difficile à travailler. La solution simple, c'est de l'enlever, mais quand il y en a trop, ça peut coûter assez cher. Dans le complexe La Grande, le sol est semblable à celui de Manécoutard, semblable à Churchill Falls. Alors, c'est du terrain connu, entre guillemets, là. Alors, donc, les risques étaient... Il y avait des risques, mais c'était des risques, disons, calculés, appelons ça comme ça. On change donc de cible. Robert Bourassa arrête alors son choix sur une région plus au nord, celle de la rivière La Grande, une rivière tumultueuse au fort débit qui parcourt plus de 800 km avant de se jeter dans la baie James. Même si les relevés techniques sont sommaires et incomplets, on est confiant que c'est le meilleur endroit pour construire un complexe hydroélectrique. Une décision de plus de 20 milliards de dollars. En toute honnêteté, certains dirigeants vous diront, on était quand même assez près. Non, je crois qu'en toute honnêteté, on n'était pas tout à fait près. Tant et si bien qu'il faudra accélérer les travaux d'études des cours d'eau et faire en sorte qu'on puisse, avoir toutes les données nécessaires pour maximiser le débit de ce cours d'eau magnifique qui était la Grande Rivière. Autant que je pouvais avoir d'un bord comme de l'autre, là, c'était des cascades, là, puis c'était de l'eau blanche, là, en bouillon, puis en seuil, puis en déversement, là, à perte de vue. Immense, immense. Et d'ailleurs, c'est là qu'est, presque la magie. En même temps, le défi extraordinaire que posait l'aménagement des rivières de la baie James. Mais bien avant la première pelletée de terre, il a fallu 7 années d'études sur le terrain pour évaluer le potentiel hydraulique de la baie James. Durant ce temps, des centaines d'hommes sont partis à l'aventure pour arpenter ce territoire isolé du reste du monde. Il y a des gens qui sont partis de Matagami à pied, des équipes d'arpenteurs, avec les gens qui suivaient derrière, avec les tantes puis le cuisinier et toute l'histoire, qui ont fait la route à pied pour ça. Ils ont fait le chemin. Au fond, il n'y avait pas de chemin. C'est un panneau de contreplaqué qui était couché, 4 pieds d'eau. Le reste, c'était une toile, une tente en toile. Quelques-unes étaient en gros confort parce que c'était recouverte à l'intérieur d'une polythène. D'autres l'étaient pas. Donc, moi, je me rappelle, en décembre 72, il y a eu une tempête de neige, puis notre petite fournaise n'a pas fourni. Là. Puis le lendemain matin, on s'est levé, puis il y avait, nos jus, nos oranges, tout ce qu'on avait là, était complètement gelé. Parce que c'était vraiment là, une tente de toile qu'on utilise là, pour aller faire une fin de semaine de chasse. Là. Mais nous, on restait là-dedans l'année longue. Assez hallucinant. Et quand on pense que l'hiver est rigoureux, il faut aussi penser que les étés sont très chauds et les moustiques abondent. Et donc, les premiers explorateurs, c'est vraiment du courage, je veux dire. Mais développer la baie James coûte cher. On réalise vite que le financement d'une telle entreprise est pour le moins ardu. Il faut trouver de l'argent. Beaucoup d'argent. Même le marché américain n'a pas été suffisant pour absorber ça, de telle sorte que Hydro-Québec a emprunté partout à travers le monde. Je me rappelle une fois d'avoir signé une entente à Londres. Il y avait 52 banques mondiales qui étaient présentes. Et moi-même, j'ai fait des rencontres à New York, à Londres, à Paris, à Bruxelles, avec des financiers pour leur vendre le projet. Pour rassurer les investisseurs, toute la gestion du projet de la baie James est confiée à la société américaine Bechtel, qui avait déjà l'expérience de ce type de méga chantier. Mais pour la première fois de son histoire, la multinationale accepte de faire un compromis historique. Robert Boyd, qui est allé rencontrer des dirigeants de Bechtel à San Francisco, pour leur dire d'un, que le chef de chantier serait un francophone, à savoir Laurent Hamel. 2, que la langue de travail serait le français. Enfin, que le maître d'œuvre de ce grand projet-là
ce serait la Société d'énergie de la baie James. Que Bechtel agirait, et c'était brisé pour elle avec cette tradition, que Bechtel agirait comme consultant. Les premiers travaux pouvaient alors débuter. Mais, premier obstacle, comment s'y rendre? Depuis Chibougamau, depuis Matagami, il n'y avait pas de route. Donc, il y avait 400 000 à franchir sans route, dans des marais, à franchir des rivières, etc. Et il n'y avait pas aucun aéroport pour débuter ce chantier-là. On s'est trouvé, imaginez-vous, un Hercule, un avion militaire, un avion cargo qui transporte 25 tonnes de charge utile à la fois et qui est équipé, comme c'est un avion militaire, est équipé justement pour atterrir presque dans des pâturages. Donc, on a fouillé partout, on a essayé l'appareil qu'il nous faut et on a trouvé un aux Philippines. Au début, on considérait l'hiver comme un handicap sérieux à la construction, mais avec l'expérience, nous avons réalisé que certains travaux étaient plus faciles à faire en hiver. Donc, on a appris à abrier les structures dans des enveloppes de plastique. On a appris à faire fonctionner les véhicules 24 heures par jour. Nous avons appris énormément à comment travailler l'hiver au projet de la baie James. Le projet s'étale sur 14 ans. Dans une première phase, on prévoit la construction de 3 centrales hydroélectriques le long de la rivière La Grande 2, 3 et 4. Ces centrales puisent leur énergie de 5 immenses réservoirs, de véritables mers intérieures qui se forment derrière les barrages gigantesques. Et pour être certain que la rivière La Grande suffit à la tâche, on détourne dans son lit 4 autres cours d'eau. La puissante Cagnapisco au nord et les rivières Opinaka, Petite Opinaka et East Main au sud, doublant ainsi le débit de la rivière La Grande à l'embouchure. Les projets pouvaient varier de 5 800 à 15 000 MW. Alors, une des alternatives, c'était le détournement de la Rupert et de la Grande Baleine dans la Grande, qui n'a pas été retenue à ce moment-là. Mais on a retenu, si vous voulez, le détournement de la East Main et le détournement de la partie supérieure de la Cagnapisco, ce qui a fait un projet de 10 000 MW. La décision de Robert Bourassa se base sur des prévisions passablement alarmistes. Entre 1951 et 1971, la consommation d'électricité est passée de 2,2 à 9,3 millions de kilowatts. Au moment de prendre sa décision, il apprend que la demande en énergie sera de 28,5 millions de kilowatts en 1985. Le temps des études est donc fini. Il faut maintenant passer à l'action. Et c'est à plus de 1000 km de Montréal, en pleine taïga, que le projet du siècle prendra racine. Des chantiers monstres naissent un peu partout sur le territoire. Le premier, ici, à LG2, en 1973. Dans une première phase de développement de la baie James, 3 centrales hydroélectriques voient le jour. La Grande 2, la Grande 3 et la Grande 4. En 10 ans, plus de 100 000 Québécois viendront travailler sur ces chantiers. On les a baptisés les bâtisseurs d'eau. Quand débute en janvier 1973 le chantier de la rivière La Grande, on ne retrouve à LG2 qu'un campement de tentes de 130 lits datant de 1971. On y accède par avion qui se pose sur des pistes de fortune. Les conditions de vie sont alors très rudimentaires. Notre affaire à nous, c'était pas l'exploration, c'était vraiment la construction. Fait quand on a sorti des camps d'exploration pour rentrer dans ceux de la construction, on était fiers. Même si c'était des petits camps, là, qu'on était assis, 2 gars de ma taille ne pouvaient pas se lever en même temps de leur lit, là. En moins d'1 an, naissent ici de nombreux campements, ainsi qu'un village complet, incluant gymnase, aire de divertissement et cafétéria, où l'on sert 30 000 kilos de nourriture par jour. C'était plutôt des campements temporaires, mais encore une fois, avec toutes les facilités de la vie moderne qu'on peut imaginer pour abriter les travailleurs dans un minimum de confort. La première étape de construction d'un barrage consiste à percer 2 galeries sur la rive gauche de la rivière. Par la suite, à l'aide de 2 badards d'eau, des petits barrages de fortune,
on force l'eau de la rivière à emprunter ses canaux de dérivation, ce qui permet d'entreprendre la construction du barrage sur le lit de la rivière asséchée. Ici, la rivière Lagrande mènera la vie dure aux travailleurs. Je la voyais en avant de moi, là, puis j'étais dans ma tête à moi, là. Tu pouvais pas maîtriser une rivière comme ça. Ça se faisait pas. J'ai dit, on va bien beau creuser des tunnels tant qu'ils voudront. Jamais qu'ils vont prendre de cette rivière-là puis ils vont en changer de place. Pourtant, c'est bien arrivé. C'est bien fait. La rivière Lagrande, moi, je l'ai vue à sa pleine nature dans les années 60. Puis tu sais, quand tu vois le barrage LG2 aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. Mais tu sais, la rivière Lagrande, c'était grand avant aussi. On a attaqué des deux côtés aussi. Il fallait attaquer des deux côtés de la rivière pour pousser, pour venir à bout de se rencontrer, puis bloquer la rivière. Et là, l'eau a commencé à passer uniquement dans les galeries de dérivation. Ça a été un des grands moments, ça, de la fermeture de la rivière Lagrande. Parce qu'encore une fois, là, des milliers de personnes étaient debout en avant à le regarder, à se dire que c'était infaisable. Puis à un moment donné, bien, à force de mettre des grosses pierres, puis d'en accumuler, puis de les attacher les unes aux autres, puis de les verser dans la rivière, bien, la rivière a fini par casser. Une fois l'emprise dégagée jusqu'au roc, nettoyer ses imperfections, du béton est injecté dans les moindres fissures afin d'assurer une fiabilité à toute épreuve à l'ouvrage. À LG2, une surprise de taille attendait les travailleurs. En août 1975, on découvre une marmite géante qui s'est creusée au fil des siècles. Elle est longue de 50 mètres et profonde de 20. Il faudra vider le trou à l'aide de rétrocaveuses, mais finir le travail à la pelle à main. La construction d'un barrage aussi colossal que celui de LG2 a nécessité 23 millions de mètres cubes de matériaux naturels, comme par exemple la moraine. Le barrage est donc composé de moraine compactée au centre, ce qui rend son noyau imperméable. Puis du sable et du gravier sont déposés sur ce noyau. Enfin, les parois extérieures sont complétées à l'aide d'enrochements. La plupart des matériaux utilisés ont été puisés à même les zones destinées à être inondées. Lorsqu'on est loin de même, de partout, on essaye de se servir des matériaux qui nous entourent. Dans le cas de la baie James, c'est du style de la moraine, gravier, naturellement il y a des montagnes, donc le roc, que tu transformes, que tu concasses. Si on mettait bout à bout tous les camions qui ont circulé sur le barrage, on se retrouverait avec un convoi qui ferait une fois et demie le tour de la Terre. Le barrage fait 162 mètres de hauteur. Donc, si on prend la place Ville-Marie à Montréal, c'est un édifice de 45 étages. On rajouterait 8 étages de plus et ça fait 53 étages au total. Donc, c'est la hauteur totale de du barrage principal. LG2 est la plaque tournante de tout le complexe. C'est ici qu'a été construite la centrale la plus puissante de tout le Québec. La dimension des infrastructures donne une bonne idée de l'échelle de l'ensemble des travaux. Par exemple, derrière moi, l'évacuateur de crue avec ses 10 marches a été surnommé l'escalier du géant. En effet, sur chacune de ces marches, on pourrait construire 2 terrains de football. Un peu comme le trop-plein d'une baignoire, l'évacuateur a comme fonction d'empêcher le réservoir de déborder lors des crues printanières. L'ouvrage est si gigantesque qu'il pourrait absorber le débit de tous les fleuves d'Europe. Mais son utilisation reste exceptionnelle. Une fois, tous les 75 ans. Parallèlement, on construit toute une série de digues afin d'empêcher l'eau de fuir par les dépressions et les vallées secondaires. Il y en aura 29 ici à LG2, 200 pour l'ensemble du territoire de la baie James. Ce n'est qu'une fois tous ces ouvrages de retenue terminés qu'on ferme les vannes de dérivation et qu'on procède à la mise en eau du réservoir. De véritables mers intérieures naissent. Le réservoir de LG3, par exemple, a pris 18 mois à se remplir et fait 2 fois et demi le lac Saint-Jean. Celui de Kaniapisco est devenu le plus grand lac du Québec. Et quant à celui de LG2,
Regardez par vous-même. Il s'étend à perte de vue. C'est à ce moment que les turbines géantes sont mises à l'essai. Les vannes s'ouvrent alors lentement et laissent pénétrer l'eau jusqu'aux turbines qui, tout doucement, commencent à tourner. La pression est si forte que l'eau propulse les turbines à la vitesse de pointe de 153 km/h. Impressionnant, surtout quand on sait que chaque groupe turbine alternateur pèse plus de 1000 tonnes. Personnellement, j'étais au niveau du fond supérieur. Et puis, étant donné qu'il n'y avait jamais eu de pression d'eau, il y avait des bruits un peu insolites. Là, tout le monde se posait la question à savoir, y a-t-il une composante qui va lâcher? Et va-t-il avoir inondation? Tout le monde se regardait, on se posait des questions, mais il n'y a personne comme tel qui réagissait. Ça a duré peut-être l'instant de 2 minutes, mais ça a paru très long. Nous sommes dans la salle des machines de LG2, la plus grande centrale souterraine au monde. Les travailleurs qui ont œuvré ici avaient surnommé l'endroit la cathédrale. 483 mètres de longueur, 22 mètres de largeur et 45 mètres de hauteur. Assez d'espace pour y loger un édifice de 15 étages et long d'1 demi-kilomètre. C'est la plus grosse centrale souterraine au monde, étant donné sa longueur, 1600 pieds, monsieur. Ça prenait donc la bonne roche pour 1600 pieds de long. Puis on a réussi à situer la centrale entre 2 failles. À l'est de LG2, du souterrain de LG2, il y a une faille, puis à l'ouest, il y a une autre faille. Puis on est entre ces 2 failles-là. Juste ici, sous moi, près de 30 mètres de roc ont été excavés sous le plancher pour faire place aux puissantes turbines. C'est là qu'un premier défi de taille attendait les ingénieurs. La construction d'un pont roulant, que vous voyez là-bas, permettant l'installation des groupes alternateurs. Alors, le rotor pèse 680 tonnes. C'est une pièce qui fait 12 mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur. Et cette pièce-là, on ne pouvait pas la transporter par la route parce qu'elle est trop grande. Alors, on l'a assemblée ici, à l'intérieur de la centrale Robert Bourassa. Les gens de la construction voulaient construire sur une structure métallique de ce pont roulant, tandis que les gens de l'ingénierie, Roger Warren en particulier, voulait construire sur des épaulements rocheux, c'est-à-dire en taillant le roc pour recevoir le pont roulant. Alors, nous avions recommandé, donc, de supporter le pont roulant sur ce qu'on appelle des épaulements rocheux, donc excavés à même les parois, pour supporter les charges qu'il fallait, et aussi pour accélérer ou faciliter la construction de la centrale proprement dite. Nécessairement, c'était la première fois qu'on faisait ça ici au Canada, nous. J'ai demandé aux 2 groupes de faire des visites dans des centrales semblables à travers le monde. Ils sont revenus, ils n'avaient pas changé d'idée. Alors, ils m'ont présenté des rapports séparés et j'ai dû prendre cette décision-là moi-même. J'ai opté pour les épaulements rocheux. Et j'ai demandé à Roger Warren d'en être responsable. Je te rends personnellement responsable. J'ai dit, oh oui, pas de problème. Pendant ce temps, ailleurs, le long de la Grande, les exploits techniques se multiplient. À LG3, par exemple, on y a construit un barrage
plus haut que le pont Jacques-Cartier de Montréal et le plus long du Québec, avec ses 3,8 km. Le barrage étant situé sur une île rocheuse, les ingénieurs ont carrément percé l'île de part en part pour y installer les galeries de dérivation. LG4 était devenu depuis 1978 le pays de la démesure. En 1982, c'était le chantier le plus actif de toute la baie James. Et pour cause, on y construisait un barrage long de 3 km et aussi grand que 130 terrains de football. Le chantier hydroélectrique de LG4 fut parachevé en 1000 jours. Le 37e et dernier groupe turbine de tout le complexe Lagrande fut activé ici en 1985. Une des particularités des travaux de la baie James est la dispersion des chantiers. Ainsi, pendant qu'on s'affaire à construire les centrales hydroélectriques, une autre armée entreprend, à des centaines de kilomètres de là, une tâche jusque-là réservée aux dieux, le détournement de 4 rivières. Afin de procurer à la rivière Lagrande toute l'énergie nécessaire pour faire tourner les 37 groupes turbines de tout le complexe, on a alors entrepris des travaux qui donnent tout son sens à l'expression « grand chantier ». On a détourné dans son lit 4 rivières. On a fait littéralement une nouvelle grande rivière. À d'autres termes, le débit d'eau a été augmenté par la part de cours d'eau secondaire. Donc, pour, encaisser la grande rivière dans un nouveau lit, il a fallu littéralement construire pas moins de 280 ou 300 barrages et digues secondaires. Certains barrages secondaires dont la taille atteint peut-être un niveau qui les situerait parmi les plus grands barrages au monde. Et on parle de barrages secondaires. Alors, c'est vous dire l'immensité des travaux. Et ça, encore une fois, sur une rivière qui s'étalait d'est en ouest sur 700-800 km. 3 de ces rivières sont situées au sud de LG2. Ce sont les rivières Eastman, Opinaca et Petite Rivière Opinaca. La 4e rivière détournée est située à 800 km plus au nord. C'est la puissante rivière Kaniapisco, la 4e en importance au Québec. Les travaux de détournement des rivières s'amorcent le 19 juillet 1980. Dirigées vers un réservoir artificiel, elles sont alors forcées de prendre la route du nord. On change ainsi la géographie même des rivières. Étant donné qu'on prenait de l'eau de la rivière Eastmain, puis on la dérivait vers le nord, donc de l'eau, c'est de l'énergie liquide, si vous voulez, puis on la dirige pour l'éloigner des centres consommateurs, si vous voulez, quand on la dirige vers le nord, pour la ramener sur des conducteurs plus longs. C'était un peu contre le grain. Puis, 3 ans après le début des travaux, qui ont occupé jusqu'à plus de 1200 ouvriers, une énorme vanne de 100 tonnes est enfin actionnée. Lentement, elle vient bloquer définitivement l'évacuateur de crue qui servait jusqu'alors de galerie de dérivation. Aujourd'hui, cet ouvrage régulateur est télécommandé de LG2 et libère à chaque seconde 810 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent d'une piscine olympique. Le but de cette manœuvre, assurer un approvisionnement constant d'énergie aux turbines connectées sur la rivière Lagrande. Les travaux à LG2 durent 8 ans. Plus de 55 000 travailleurs y participent, mais pas toujours dans l'harmonie la plus complète. Le 21 mars 1974, plusieurs centaines de travailleurs débraient sur un des chantiers de la baie James. Des actes de vandalisme se multiplient. Au cœur de la dispute, la rivalité entre la FTQ et sa concurrente la CSN pour la syndicalisation des ouvriers. Cette guerre ouverte donnera lieu au fameux saccage de la baie James.
Je vous mets sur un plateau d'or d'un chantier pour 25 ans, les plus hauts salaires au Québec, donc les plus grandes cotisations syndicales. Les fiers à brosse sont mis dedans, et puis les armes circulaient sur le chantier. C'est pas... Et le chef syndical pour le chantier LG2 a reçu l'ordre de prendre un tracteur et de renverser les génératrices qui produisaient l'électricité et de mettre le feu à un campement. Alors, il n'y avait plus moyen de travailler au mois de mars, plus d'électricité, plus de chauffage, plus de cuisine, rien. Alors, on a loué tous les avions qui étaient disponibles et on a sorti les 10 000 employés dans 2 jours. Moi, je suis resté tout seul en arrière. Il faut voir ce qu'il fait pour les aider. Si vous faites quelque chose, vous arrangerez gros problème. Fait que, là, les travailleurs ont vu ce qui se passait, fait que les travailleurs ont décidé de quitter aussi. Là, les syndiqués, là, les dirigeants de cette affaire-là, ils se sont ramassés tout seuls. Là. Fait qu'ils ont perdu. Là, ils ont vu qu'ils... Alors là, ils ont décidé de saccager. Le chantier est finalement fermé pendant 55 interminables journées, aux grandes dames du premier ministre, qui souhaitait une reprise rapide des travaux. Et tous les 2 jours, il m'appelait « Quand est-ce que tu rouvres les chantiers? » Monsieur Bourassa, j'ouvrirai les chantiers quand j'aurai obtenu ce que je vous ai demandé. Malgré toute la pression politique, Boyd a tenu tête en disant « On rouvrira le chantier lorsqu'on sera capable d'assurer aux travailleurs la sécurité. Et donc, on aura le contrôle sur l'emploi, sur l'embauche. Et qu'on pourra dire aux travailleurs, si jamais vous avez la moindre dérogation aux règles du chantier, vous prenez l'oiseau bleu. L'oiseau bleu, c'est-à-dire l'avion avec un billet sans retour vers le sud. » Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'autres saccages, d'autres troubles à la baie James. Des fois, il commençait à avoir des petits troubles ici et là. Les chefs de chantier disaient « L'avion bleu s'en vient, puis les travaux vont être arrêtés. » Alors tout le monde arrêtait et le travail continuait. Pendant ce temps, à 862 km plus au nord, un autre chantier monstrueux tire à sa fin. Celui du détournement de la puissante Kaniapisco. Avec ses 4000 travailleurs, il s'agit alors du plus gros chantier à voir le jour au Québec. Le détournement de la rivière Kaniapisco a donné naissance, le 25 octobre 1981, à un lac de plus de 4000 km². Mais il a aussi donné lieu à une première controverse écologique de taille, la noyade inexpliquée de 10 000 caribous. Le projet de la baie James coïncide avec l'émergence d'une conscience environnementale planétaire. Aucun aménagement n'a autant été étudié dans le monde que celui de la baie James. Dès le début, on prédit les pires catastrophes, de la disparition de nombreuses espèces jusqu'à l'empoisonnement des Autochtones. On a même dit que le poids de retenue des eaux allait provoquer des séismes. C'est là qu'est née l'expression « une inondation grande comme la France ». 8000 études plus tard, aucune des grandes catastrophes appréhendées ne s'est produite. Par exemple, on craignait beaucoup qu'en constituant de grands réservoirs, le taux de mercure, par exemple, allait augmenter considérablement, ce qui est le cas dans l'immédiat, mais ça se résorbe beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le croyait. On constate, au contraire, que c'est une région qui a des facultés de régénérescence assez considérables. Un incident viendra toutefois ternir le tableau. La scène est impressionnante. Le 30 septembre 1984, on découvre près de 10 000 cadavres de caribous flottant le long des berges de la rivière Kaniapisco dans la baie d'Ungava. Ils se sont noyés en tentant de traverser le cours d'eau en amont de la chute du calcaire. Catastrophe naturelle ou encore résultat du développement des barrages hydroélectriques du Grand Nord? Bon, on a attribué, ce décès de 10 000 caribous au fait qu'Hydro-Québec avait fait des détournements de rivières et que, ces arbres de caribous étaient désorientés des accès, mais la nature, c'est beaucoup plus simple que ça. Et cette année-là, c'était en période de crue, effectivement.
Le cheptel était énorme à ce moment-là. On parle de 700 000 800 000 bêtes. Et ils ont passé d'un endroit où le courant était assez rapide. Et rendu de l'autre côté, la pente était assez abrupte et ils ont eu de la difficulté à monter. Ils se sont fatigués et ont été entraînés par le courant. Il y avait une chute 1 ou 1 kilomètre plus loin. Et dans la chute, bien naturellement, ils n'ont pas survécu. C'est arrivé beaucoup en aval du réservoir Kaniapiscau, mais plusieurs dizaines de kilomètres, même centaines de kilomètres à l'aval du réservoir de Kaniapiscau. Ça n'avait rien à voir avec les installations qui avaient été construites. L'épisode malheureux des caribous de la Kaniapiscau n'a fait que galvaniser l'opposition au projet, qui était déjà très vive chez les quelques 5000 cris de la baie James, qui ont toujours prétendu que le projet du siècle violait leurs propriétés et détruisait leurs ressources naturelles. Les négociations avec les cris seront difficiles. On nous avait demandé de réduire la grandeur de la grosseur de LG2 de moitié, de faire 2 centrales au lieu de à des distances. Alors on a dit non, ça détruit l'économie du projet. On nous avait demandé de réduire la grandeur du réservoir Kaniapiscau et nous avons dû prouver que nous avions besoin de cette quantité d'eau du réservoir Kaniapiscau pour s'assurer d'une alimentation triannuelle pour 3 ans. Mais la partie peut-être la plus difficile, ça a été l'environnement, le régime de l'environnement qu'il a fallu négocier et le régime de revenus garantis pour les trappeurs et chasseurs professionnels. Le 27 octobre 1979, à 15h35, en avance de 6 mois sur son échéancier, René Lévesque, alors premier ministre du Québec, mettait en service le groupe turbine numéro 9 de la centrale LG2, la première des 8 centrales mises en service à la baie James. C'est à 15h35 que M. Lévesque a finalement démarré la turbine numéro 9. Quand tout le complexe de la Grande, seulement celui-ci, aura été terminé, c'est l'équivalent de 300 000. M. Lévesque a choisi de le faire au moment, à l'automne, au moment où on mettait réellement en service les premiers groupes. Dans une saison, la température est très changeante, très variable et très difficile à prévoir. Alors, on a tâché de convaincre le gouvernement de faire ça en mai ou juin 80, mais M. Lévesque y tenait. Alors, quand M. Lévesque le veut, Hydro-Québec fonctionne. Je connaissais très bien le chantier, comme de raison. Fait qu'on a demandé d'accompagner M. Lévesque, le premier ministre, pour le guider, parce que lui devait se déplacer à certains endroits. Alors, moi, on m'avait dit, pas de problème, il y a un hélicoptère qui t'attend à l'extérieur de l'aréna, tu conduis M. Lévesque là, vous montez à bord, l'hélicoptère va vous conduire à un endroit, sans me préciser où. Alors, moi, quand que M. Lévesque a fini son discours, ben là, il m'a accompagné, on a monté à bord l'hélicoptère. Lui, il était assis en avant à côté du pilote, moi, j'étais assis en arrière. Puis là, l'hélicoptère décolle. Puis, alors, il survolait le chantier, puis on se promenait. Puis là, je voyais le temps passer. Puis moi, j'expliquais à M. Lévesque ce qu'on voyait en bas, là, pour lui expliquer un peu le décor. Puis là, je voyais que le temps passait, puis l'hélicoptère... on t'a rendu quasiment au barrage, puis ça. Puis là, j'ai dit au pilote, il dit, on va où? Le pilote me regarde, il dit, je ne sais pas. Alors moi, je ne savais pas où on allait aussi, parce qu'on m'avait dit que le pilote me conduirait à un endroit X, puis on ne savait pas ni un ni l'autre. Alors là, je voyais ma montre, fait que là, j'ai dit au pilote, atterri, une chance que je connaissais le chantier, j'ai atterri à la galerie d'accès de la centrale, puis ça presse. Et eux, ils ont pensé, à un moment donné, que notre hélicoptère avait crashé, comme on dit, là, puis ça répondait pas, il était inquiet pour nous autres. Fait que là, ils nous ont pris, puis ils nous ont emmenés à la centrale, on est arrivé juste à temps. Fait que ça n'a pas paru. Parmi les invités de marque, un certain Robert Bourassa, le père de la baie James. Il fut invité à la dernière minute par René Lévesque lui-même. Semble-t-il qu'il avait été oublié, alors évidemment René Lévesque, en bon seigneur et à juste titre, et en furie aussi de cette omission assez impardonnable, a communiqué avec Robert Bourassa et celui-ci, grand prince, a décidé quand même d'assister. À son arrivée dans la cafétéria de LG2, plusieurs centaines de travailleurs lui réservent une ovation monstre. Bourassa s'amène seul, sans garde du corps, et dès son entrée dans la cafétéria, les premiers travailleurs qui l'ont vu et qui l'appelaient familièrement Robert
Parce que Robert Bourassa avait visité les chantiers et n'aimait pas qu'on l'appelle monsieur. Et donc, les premiers travailleurs qui l'ont vu arriver seul, encore une fois, se sont levés et ont crié « Robert est là ». Et comme une traînée de poudre, comment dire, la foule s'est levée. Et donc, les 3000 travailleurs ont fait à Robert Bourassa ce jour-là une ovation sans précédent. J'étais dans un autre coin avec M. Lévesque, mais ça a duré, ça s'éternisait. On savait pas, on se demandait quand est-ce que ça cesserait. Et ce qui a convaincu même Robert Bourassa de revenir en politique au milieu des années 80. Et c'est donc cet accueil des employés, des travailleurs, eux-mêmes de la baie James, qui a changé, d'une certaine façon, le cours de l'histoire. La première phase du projet de la baie James a pris environ 14 ans à se matérialiser. En 1986, la construction des principaux ouvrages était complétée, dont les centrales de LG2, 3 et 4, ainsi que 5 réservoirs. Dans le cadre de la deuxième phase de l'aménagement du complexe La Grande, les centrales de La Grande 1, La Grande 2A, La Forge 1, La Forge 2 et Brisé ont permis d'ajouter environ 5000 autres mégawatts. L'héritage technologique de la baie James sera gigantesque. Pour démarrer les centrales, pour démarrer les immenses turbines, si vous voulez, les rotors, stators, qui pèsent des tonnes, ça prend des spécialistes du démarrage et les Québécois ont formé des équipes qui vraiment étaient reconnues à travers le monde. Voici le dernier chantier encore actif de la baie James, celui de la rivière Eastman. Ici, il y a 2 ans à peine, 2500 travailleurs s'affairaient à construire un autre complexe hydroélectrique. Les travaux tirent à leur fin. En attendant le prochain chantier, la baie James retrouvera bientôt sa paisible taïga. Moi, je me plaçais là, un peu plus haut que la centrale, etc. Je regardais les gens travailler dans la centrale. Là. Puis, je reste encore renversé aujourd'hui de voir le travail que ces gens-là font. Tous ces chantiers-là, la grande réalisation qu'on peut en tirer au bout, c'est le travail de chacun individu, l'apport de chacun individu, puis toute la cohésion de tous ces gens-là ensemble ont arrivé au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et les gars, je les regardais, là, ils me disaient, là, point qu'à moi, ils disaient, hey, on voit monter le barrage, on voit que ça avance. C'est les gars, t'es fiers de leur travail. C'est des structures de géants que les gens ne réalisent pas. Et quand tu vois ça, que d'un coup c'est fini, c'est tout enterré, le réservoir est là, tu vois plus, tu vois juste un côté de la digue, tu vois pas l'autre bord, tu vois pas les fondations. Tu sais, le travail, là, il est tout perdu. Très peu de gens voient la baie James. C'est pas peut-être 15-20 000 visiteurs par année. Je pense que notre système d'éducation devrait faire en sorte que les jeunes de ce monde, la génération qui pousse, voient des baie James. C'est la grande fierté de ma vie. Aujourd'hui, la baie James est devenue sans conteste le symbole le plus éloquent du Québec moderne. Comme les rivières qui l'alimentent, ce chef-d'œuvre d'ingénierie est une source inépuisable de fierté nationale. Érigé sur des terres hostiles, le projet du siècle a forcé les ingénieurs et les travailleurs québécois à redoubler d'ingéniosité pour venir à bout de la puissance de l'eau et produire une source d'énergie propre et durable. À ce titre, le projet de la baie James demeurera toujours un héritage qui n'a pas de prix.